Bonjour chers tous, je vous retrouve à ce quatrième numéro de notre thématique sur la procréation médicalement assistée, la PMA et la métaphysique. Et je demande à toutes les personnes qui ne nous ont pas suivis au début de retourner, n'est-ce pas, aux premières vidéos et de pouvoir comprendre la démarche dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Je suis Elmoncio Godson et dans cet avant-dernier numéro, nous allons donc comprendre quels sont, du point de vue métaphysique, l'éthique métaphysique, parce que c'est justement de cette éthique métaphysique dont nous avons besoin pour pouvoir appréhender toutes les réalités extérieures, les réalités matérielles. Puisque, je vous le rappelle, la métaphysique est la science, cause première par excellence de toutes les sciences, la science qui peut, au regard de, disons, de sa démarche, de sa façon d'aborder les choses, et bien, en tant que science, la métaphysique permet d'aller dans la compréhension principielle des choses. Et donc, c'est au regard de cette théodicée, de cette science de la nature même de Dieu, que nous allons appréhender justement l'éthique métaphysique capable de nous produire une éthique au niveau donc de la procréation médicalement assistée et de ses dérivés ou assimilés. Alors, il y a 7 lois hermétiques, puisque la science hermétique a donné naissance à la métaphysique. Alors, il y a 7 lois hermétiques qui, d'une certaine manière, cadrent, bien que ce soit des mots qui, pour moi, semblent limitatifs et semblent imposer, disons, des volontés de l'extérieur. Mais en fait, il faut voir ces lois, enfin, excusez, ces principes-là, comme faisant partie de la nature même de Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'un ensemble de lois décrétées, élaborées par des pseudo-connaisseurs ou des connaisseurs en la matière et qui se disent, bon, voilà ce que c'est que la métaphysique, écrivons des lois et donnons-leur à un peuple ou à une population. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que la métaphysique a étudié le comportement de la nature même de Dieu, de la nature même de l'essence primordiale de toute chose, ou si vous voulez, du principe premier. Et donc, à partir de cette analyse, à partir de cette compréhension suprasensible, la métaphysique se propose d'énoncer ou se propose de révéler, disons, les principes qui, entre griffes, codifient ou les principes qui caractérisent la nature même de Dieu et justement de l'englobant tout, puisque nous sommes en train de parler de Mao, de cette réalité que j'appelle tout simplement la présence éveillée ou tout simplement est. Et donc, les 7 principes hermétiques ou les 7 principes qui vont devenir les 7 principes métaphysiques sont bien connus de toute personne qui étudie la science hermétique. Et c'est à travers ces 7 principes que nous pouvons trouver ce que j'appelle l'éthique métaphysique ou l'éthique de la vie, voilà, ou l'éthique de la vie, capable de nous aider à approfondir notre compréhension sur, disons, cette nouvelle technologie dont j'ai déjà parlé tout au long dans les numéros précédents. Nous avons donc 7 lois ou 7 principes hermétiques, tels que chacun l'énonce ou chacun le dit de sa façon. Le premier principe, c'est le principe du mentalisme. Le principe du mentalisme dit tout simplement que le tout est esprit et l'univers est mental. Nous comprenons alors que toutes les réalités, quelles qu'elles soient, ou le tout dans sa globalité, est purement essence. Et dans cette essentialité, il n'y a rien de spécifique, c'est l'indéfini. On pourrait même dire que c'est l'intelligence indéfinie, infinie. Et donc, cette intelligence indéfinie, qu'on appelle juste esprit, c'est un mot qui n'est pas le nom, mais qui approche, disons, la réalité, à la fois la réalité absolue de ce tout-là, la réalité à la fois absolue et relative, puisque je vous ai dit que l'absolu ne peut être absolu que lorsque l'absolu a la capacité d'être relatif. Et donc, l'esprit est le mot métaphysique, l'essence première ou l'intelligence illimitée infinie, si vous voulez, qui exprime ce tout.
Et au sein de ce tout, le tout peut créer une illusion du tout. Et c'est ce que produit le mental. Le mental, l'univers est mental parce que l'univers même fait partie du tout et est à l'intérieur du tout et ne peut être en dehors du tout, puisque le tout est tout et l'univers n'est qu'une production, disons, capacitaire de ce tout-là, ne limitant pas naturellement le tout. Alors, ça, c'est le premier principe. Nous ne sommes pas là pour expliquer les principes. Je vais énoncer les autres principes pour ne pas faire long. Eh bien, le deuxième principe, c'est le principe de la correspondance. Et vous le comprenez bien, ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Le troisième principe, c'est le principe de la vibration. Tout vibre, tout est vibration, tout est fréquence. Et ça, aujourd'hui, la science également approche cette vérité-là. Quatrième principe, c'est le principe de la polarité. Donc, tout évolue suivant deux pôles. En fait, tout évolue suivant des pôles. Et en fait, les extrêmes des pôles se touchent. Et tout évoluant suivant des pôles, on ne peut distinguer l'un de l'autre qu'en réalité, qu'à partir d'un certain niveau de degré. Et ça, c'est également important de comprendre que dans la nature de l'englobant tout, en dehors du fait que le tout est esprit, que l'univers est mental, donc possède un principe de création de l'illusion, et que nous sommes dans un univers, appelé cela multivers, mais quels que soient les univers illimités dans lesquels nous sommes, tout se correspond d'une certaine manière ou d'une autre. Et c'est ça le principe de haut et en bas. Et tout est vibration parce que tout est, comme on le dit généralement, énergie. Et quatrième principe, c'est la loi, c'est le principe de polarité. Le cinquième principe, c'est le principe de rythme. Il y a véritablement un rythme, une harmonie, une façon dont les choses se meuvent. Et l'autre l'a dit, tout est en mouvement, rien ne se perd. Ça, c'est le principe du rythme, cinquième principe. Le sixième principe, eh bien, c'est le principe de la causalité, le principe de cause et effet. Toute cause produit un effet. Un effet devient la cause qui produit un autre effet et cela crée ce que nous appelons la causalité. C'est la chaîne de cause à effet. Et le dernier principe ou la dernière loi, qui naturellement nous intéresse également dans ce que nous sommes en train de développer, c'est le principe du genre, qui dit tout simplement que tout être a en lui le masculin et le féminin. Vous voyez, et que chez certaines espèces, c'est le masculin qui est dominant et chez d'autres, c'est le féminin qui est dominant. Mais quelle que soit l'espèce, nous avons en nous les deux principes. Et c'est de ces deux principes-là que nous allons originer plus tard ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle va créer l'organe sexuel. Vous comprenez alors, lorsque vous suivez toutes ces lois, qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne manque jamais. C'est naturellement le principe de la polarité, le principe de la dualité, si vous voulez, le principe du genre ou masculin et féminin. Donc, en ce qui concerne la PMA, disons, l'éthique métaphysique veut que, ou fait comprendre que dans la nature des choses, par le fait même qu'on a dû associer, disons, un spermatozoïde et un ovule, pour pouvoir faire la fécondation en suivant naturellement le rythme de la nature, donc un masculin et un féminin à tous les niveaux. Vous voyez, un plus, un moins, c'est toujours comme ça. Je vous ai parlé dans les vidéos précédentes de électricité maritime, de flux et de reflux. On en revient. Ce sont des choses qui ne sont pas inventées, ça fait partie de la nature. C'est d'ailleurs ça qui crée la vibration, c'est ça qui permet la vibration, c'est ça qui fait vibrer, donc c'est ça qui crée la vie, et c'est ça qui fait rythmer. Parce qu'on ne peut parler de rythme que lorsque tous les principes se meuvent ici et maintenant, en ce moment même. Et donc, lorsque on pratique la PMA, il faut qu'on respecte tout simplement ce principe des parents. Parce que l'enfant a une histoire. L'histoire de l'enfant est liée à ses parents. Et on ne peut pas pratiquer la procréation médicalement assistée en se disant que, bon, une seule femme décide un jour de dire, ok, je veux avoir mon enfant. Et ça, c'est ce qui est malsain dans le fait. Parce que notre société d'aujourd'hui a évolué dans l'individualisme. Et on ne comprend plus la notion d'intérêt général. Du moins, je vais le dire autrement, on ne comprend plus la raison ou la question de l'intérêt universel. Parce que, en fait, nous sommes spirituellement responsables de l'univers. Nous sommes spirituellement responsables de l'englobant tout.
Et si nous ne voyons la vie qu'à partir de notre minuscule petite vie, eh bien, nous allons regarder nos désirs, nos besoins, et c'est nos désirs et nos besoins que nous allons vouloir, disons, légiférer, que nous allons vouloir imposer comme étant des vérités. Et c'est ce qu'on appelle justement la corruption. C'est ce qu'on appelle la prostitution de l'enseignement de base, qui est la métaphysique. La métaphysique explique que, comme le dit le principe Ubuntu, je suis parce que nous sommes, cela veut dire que c'est l'universel qui compte. On ne peut pas se réveiller et dire « je veux un enfant et donc c'est à moi, c'est pour moi ». Parce qu'après votre départ, après si vous décédez, l'enfant devient un problème de société et vous n'êtes plus là pour le régler. Et en dehors de la société, l'enfant devient un problème naturel, s'il y en avait, ou l'enfant est d'abord un problème universel. Et c'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'enfant, et je l'aborderai dans la dernière partie de mes présentations, que les gens s'échinent à vouloir dire, oui, si quelqu'un veut avoir un enfant, eh bien, on doit le lui concéder. Il ne s'agit pas de lui, il ne s'agit pas de vous. Nous sommes dans un mécanisme plus grand que vous et moi. Nous ne sommes que des passagers sur la terre. Et donc, il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de l'englobant tout. Et avant de prendre une décision qui engage l'englobant tout, nous devons comprendre l'englobant tout dans ses principes. Et ces principes disent qu'on ne peut pas avoir un enfant sans un père et sans une mère. D'ailleurs, à partir de sa biologie, à partir des lois métaphysiques, un enfant a besoin d'être éduqué, d'être accompagné par un principe masculin et un principe féminin. C'est obligatoire. Que ce principe masculin soit symbolique, que ce principe féminin soit symbolique, l'essentiel, c'est que obligatoirement, l'enfant doit être accompagné par des parents. Il peut s'agir du fait que ce ne sont pas ses parents, mais même dans ce cas, un autre principe métaphysique intervient. C'est le principe de l'honnêteté qui caractérise même l'enthousiasme. Je vous ai déjà parlé de anthéos, qui caractérise notre nature en Dieu, c'est l'honnêteté. Nous devons faire preuve d'honnêteté. Nous devons faire preuve d'honnêteté parce que nous ne pouvons pas biaiser l'histoire d'un enfant. Nous ne pouvons pas mentir sur l'histoire d'un enfant. Et l'histoire d'un enfant ne commence pas par le don d'un spermatozoïde par un inconnu. Quelle est l'histoire de cet inconnu? Il faut pouvoir la connaître. Il faut pouvoir la cerner. Il ne s'agit pas de faire quelques expériences en laboratoire parce qu'au-delà des outils que vous détenez pour expertiser, disons, le liquide séminal, il y a d'autres niveaux vibratoires qui échappent à votre niveau de compréhension. Parce qu'un enfant qui est doté d'un esprit, d'une âme, avant d'incarner un corps, ça veut dire que le sperme lui-même ou l'ovule possède une dimension physique que vous manipulez et sur laquelle vous êtes limité, possède également une dimension, disons, invisible, qui est la dimension de l'âme, et une dimension spirituelle. Et en clair, vous ne pouvez pas avoir, disons, un élément biologique qui ne contienne pas cette dimension, mais qui soit en mesure de canaliser un être qui vient de je ne sais où, on ne va pas polémiquer là-dessus, et qui possède ces trois états. Si nous sommes d'accord que l'homme est un être physique, un être psychique et un être spirituel, ça veut dire que le sperme ou l'ovule, ou les deux devenant une seule chair, constituent basiquement un être physique, un être psychique et un être spirituel. Et ça, on ne peut pas le nier. Donc, vous ne pouvez pas percevoir seulement l'enfant sous un angle biologique. Donc, les outils dont vous vous servez pour expertiser les gamètes ne sont pas suffisants. Parce qu'à partir de là, vous attribuez à une seule femme ou à deux femmes qui vivent ensemble la possibilité d'élever un enfant sans connaître l'histoire du donneur du sperme. Alors que l'histoire du donneur du sperme est non seulement une histoire physique, biologique que vous pouvez connaître, mais il y a également une histoire culturelle, spirituelle. Il y a une histoire intérieure et nous disons il y a une histoire karmique. Mais vos outils ne permettent pas d'appréhender cela. Et tôt ou tard, des problèmes se poseront à ce niveau également.
Et pour régler ce problème, vous devez faire preuve d'honnêteté autant que la nature elle-même fait preuve d'honnêteté. Parce que si la nature ne faisait pas preuve d'honnêteté, on ne pourrait visiblement pas avoir une fécondation. C'est l'honnêteté de la nature qui produit la fécondation. La nature est en paix avec elle-même. La nature est en adéquation avec elle-même. La nature est en équilibre avec elle-même. Et c'est justement pourquoi nous faisons de la métaphysique, parce que le principe qui veut que la nature de cette chose dont le centre est partout et la circonférence nulle part, ou le tout, la nature même de ce tout fait que le tout est en accord avec le tout et donc en honnêteté avec le tout. C'est d'ailleurs ce qui nous permet, nous métaphysiciens, d'appréhender le tout, sinon on ne pourrait pas l'appréhender. Nous l'appréhendons par le fait que le tout est en adéquation avec le tout. C'est ce qu'on appelle la paix. Et donc, il y a un niveau de paix que vous devez atteindre, à savoir communiquer à l'enfant. Parce que l'enfant, ayant des éléments biologiques à jour, il faut que son histoire psychique lui soit contée, histoire que vous ne maîtrisez pas, puisque vous n'avez eu que le don de sperme. Il faut que son histoire spirituelle, culturelle lui soit communiquée, histoire que vous n'avez pas, puisque vous n'avez que le don de sperme ou d'ovule, histoire qui manquera à jamais à l'enfant et dont l'enfant n'aura visiblement pas un lien et une filiation correcte, psychique et spirituelle. Et ça, vous n'avez pas encore compris. Aujourd'hui, on a remarqué, hein, moi je suis consultant, j'ai mon cabinet, je reçois des personnes dans mon cabinet. Je vous assure qu'il y a une expérience que peut-être scientifiquement vous avez déjà constatée. Il y a eu des moments qui ont donné un autre nom de famille à leur enfant parce que, et une histoire qui m'a beaucoup troublé, c'est une femme qui tombait enceinte au moment où elle réalisait que bon, l'homme de qui elle portait la grossesse, eh bien, cet homme-là, disons, vous savez, bon, les femmes sont parfois bizarres, n'avait pas les moyens ou n'aurait pas les moyens donc de subvenir à ses besoins et elle a attribué la grossesse à une autre personne. Enfin, du genre de ce qui se passe, pas peut-être exactement dans la PMA, mais c'est l'idée. Et donc, il attribue la grossesse à un autre homme. Et l'enfant a commencé à porter le nom de cet homme-là, mais le développement physique de l'enfant, ça s'est passé correctement, mais par contre, le développement psychique de l'enfant, ça n'a pas vraiment marché. Parce qu'au moins en Afrique, et ça, nous avons cela comme une richesse fondamentale, en Afrique, lorsque vous faites passer un enfant pour un autre enfant à une autre personne, je vous assure, l'enfant va subir des désordres psychologiques. Parce que dans les traditions africaines, le lien du sang n'est pas simplement un lien biologique, c'est également un lien mystique. Parce que c'est dans le sang que se trouvent nos ancêtres, c'est dans le sang que se trouve notre histoire, c'est dans le sang que se trouve notre ancestralité, c'est dans le sang que se trouve notre vie invisible. Et dont le sang est le transporteur de notre âme, de notre psyché. Et par conséquent, lorsque vous allez appeler l'enfant d'un autre nom de famille, alors que l'enfant porte le sang d'un autre nom de famille, nous avons constaté en Afrique qu'il y a d'énormes problèmes. La preuve, même aujourd'hui, au niveau mondial, vous réalisez que le métissage a toujours un problème qui n'est pas encore cerné. Je reviendrai là-dessus. Tout simplement parce que vous mélangez non seulement deux personnes différentes qu'on peut appeler quand même des humains, mais au-delà de ça, il y a des héritages dont vous n'avez pas encore les outils de mesurabilité pour comprendre que ces héritages invisibles ou inappréhendables pour le moment, ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas matériel. C'est invisible parce que pour le moment, on n'a pas les outils pour le faire. Il a fallu fabriquer le microscope pour voir les micro-organismes. Donc, à un moment donné, on fabriquera ce qu'il faut pour voir l'invisible. Et en ce moment, vous réaliserez que vous n'avez pas tous les outils pour décréter qu'une femme seule pourrait avoir un enfant et l'élever. Comme si c'était un produit ou une marchandise qu'on achetait. Je vous ai déjà dit dans la prochaine vidéo, je vais expliquer ce qu'est l'enfant. Et peut-être ceci va ouvrir un peu l'esprit parce que, à mon avis, les gens ne savent pas vraiment ce qu'est l'enfant.
On ne peut pas non plus attribuer des enfants à des couples homosexuels uniquement. Parce que l'enfant a besoin d'un principe féminin et d'un principe masculin pour que l'équilibre de l'enfant soit. Déjà, même notre société a faussé les bases. Sinon, du point de vue de notre société, il devrait y avoir, du point de vue éthique, pour ceux qui maîtrisent l'éthique, encore que nos sociétés n'ont pas, n'ont pas réellement l'éthique, les sociétés n'ont hérité que de la morale. Or, comme je l'ai dit, il y a une différence entre la morale et l'éthique. Et donc, les gens ne se posent pas, en termes de questionologie, les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Nous sommes devant un fait de société qui, en réalité, est un fait, disons, universel. Donc, il faut traiter la problématique de façon globale, en se disant que dans une société, nous devons véritablement, je ne vais pas dire ériger, nous devons véritablement créer, disons, un cercle d'éducation sociétale qui permette à l'enfant de pouvoir s'identifier en tant qu'homme, en tant que femme, parce que des principes parentaux, je ne parle pas des parents, je parle des principes parentaux, des principes parentaux ou des principes parents sont érigés déjà dans la société de façon visible et disons, orthodoxe, pour permettre aux enfants ou à la société, vous voyez, d'éduquer les enfants, même si les parents disparaissaient, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Nous n'avons que la morale. On n'enseigne pas l'éthique. On enseigne la morale, mais on n'enseigne pas l'éthique. C'est ce que j'avais dit tantôt, à savoir que nous savons au plus profond de notre conscience que nous savons ce qui est juste à faire. Parce que nous sommes tous nés de cet amour universel de l'unité primordiale et nous savons au fond de nous. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous recherchons toujours ce qui est bien, ce qui est équilibre universel. Mais tant qu'on ne voit les choses que de son point de vue, on commet vraiment un crime universel. Parce que, je vous le répète, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'abord de comprendre comment l'univers fonctionne. Il s'agit de comprendre que nous avons besoin de l'électricité et du magnétisme, que nous avons besoin de parents principes sur lesquels on construit des sociétés où il y a des parents de chaque côté permettant l'éducation de l'enfant. Et même si les parents physiques, ou papa, maman, ou père, mère, puisque c'est des choses différentes, disparaissaient, la société aurait un cadrage clair. En Afrique, il fut un temps où un enfant était l'enfant de tout le monde. Que le voisin pouvait corriger votre enfant, lui faire des réprimandes, n'importe qui était le père de l'enfant. Ça vous étonne? Non. C'est ça une société, n'importe qui était le père de l'enfant. Mais aujourd'hui, vous allez trouver l'enfant de quelqu'un dans la rue et vous allez lui faire des réprimandes ou des récriminations et l'enfant pourrait même vous convoquer au tribunal. Ou l'enfant irait se plaindre à ses parents. Et ses parents viendraient vous dire, mais écoutez, pour qui vous vous prenez vous là? Qu'est-ce que vous avez à dire à mon enfant vous là? Vous voyez? Et c'est ça la décadence. C'est ça une société en pleine déliquescence. Nous sommes devant un fait de société. Il fut un temps, on pouvait dire à n'importe quel enfant, n'importe quel homme pouvait dire à n'importe quel garçon, voilà ce qu'il faut faire. Et n'importe quelle femme pouvait dire à n'importe quelle jeune fille, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, dans une communauté, la fille savait qu'elle était fille et le garçon savait qu'il était garçon. On n'avait pas besoin de le laisser aller va-tout et puis il va se rechercher lui-même. La société l'aidait à se construire. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, dans cette nouvelle société, soi-disant, dans ce nouveau dynamisme, il faut quand même respecter les principes métaphysiques et veiller à ce que, quel que soit le déploiement ou le déploiement de la technologie ou des technologies à venir pour accompagner la vie dans le processus de vie, pour générer plus de vie, dans une version de la vie encore plus grande et plus équilibrée, il faut forcément veiller à ce que l'éthique métaphysique soit respectée et spécialement dans le cas de la PMA, il faut forcément que l'enfant connaisse son histoire.
Si vous voulez prendre le sperme d'un garçon, eh bien, connaissez-le, étudiez-le, connaissez son histoire, et l'enfant peut vous faire don. Mais néanmoins, l'enfant peut connaître son père. L'enfant connaît l'histoire de son père. Et il y a comme une forme de, je vais dire, de recognition, de reconnaissance intérieure qui se produit lorsqu'on vous parle de votre histoire. C'est comme si au plus profond de vous, dans votre psyché, vous vous réveillez parce que vous reconnaissez dans ce qu'on vous dit. Mais vous avez là un enfant qui est fabriqué pour une seule femme, ou pour un couple de femmes, ou pour un couple d'hommes, ou bien pour un seul homme, et dont l'histoire, son histoire ne lui a pas été racontée, et donc les éléments psychiques en lui ne se sont pas encore connectés à la vie psychique de l'égrégore du sperme qui lui a été fourni, pour que l'enfant s'éveille au fond de lui dans son équilibre individuel, et vous me dites que ça peut marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous préparez des bombes, des futures bombes. Et ça, tôt ou tard, ça va boum, ça va exploser. Je vais m'arrêter à ce niveau et dans la dernière vidéo qui va venir, eh bien, nous allons parler de l'enfant parce que, naturellement, il sera inutile de faire tout ce débat si nous ne savons même pas de quoi nous sommes en train de parler. Et nous sommes en train de parler de l'enfant. Et si on comprend mieux ce qu'est l'enfant, il sera beaucoup plus facile de produire l'éthique convenable à toute forme de technologie sans dévier, n'est-ce pas, de la nature divine ou de la théodicée ou de la métaphysique, sans dévier des lois de la nature, sans contredire la nature, sans aller dans le sens négatif, tout en restant dans l'évolution de la vie. Je vous remercie et à bientôt pour le dernier numéro, c'est-à-dire le numéro 5. Au revoir.